me five. Dans ce podcast, nous allons vous présenter une liste de 5 items chacun, ayant un leitmotiv commun et présent à la fois dans les médias cinématographiques et vidéoludiques. Puis, nous listerons ces éléments afin d'établir un classement non exhaustif, subjectif, mais honnête. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans Give Me 5. Give me five. Et bonjour à tous et bonjour à toutes, ici Mathieu Et Franck, et bienvenue pour le 3e épisode déjà de Give Me 5. Franck, est-ce que ça va ? bah écoute, oui, ça va, là, confiné comme tout le monde, enfin à peu près confiné. On a un confinement bizarre cette fois-ci. Mais dans l'ensemble, ça va, je suis assez content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Give Me 5. Ok, du coup, pour cet épisode, donc cet épisode est dédié donc aux personnages protagonistes féminins, donc à travers le cinéma et le jeu vidéo, les représentations qu'en font ces deux médias. Est-ce que tu as quelque chose à préciser sur le sujet ? Parce que ça me paraît déjà plutôt clair par rapport au sujet enfin, du Give Me 5 numéro 2. Là, ça me paraît plutôt clair. Oui, c'est plutôt clair. Alors, moi, dans mon idée par rapport au film, du coup, j'étais parti vraiment sur le fait que ça soit l'intérêt du personnage et pas forcément de l'actrice qui va jouer ce personnage. D'accord, oui. Voilà. Ouais, c'est plus sur le côté fictif. Voilà, c'est vraiment sur le côté fictif du personnage. Et voilà, rien de plus, je pense, à dire. Et puis après, on va voir en parlant. Oui, de toute façon, oui, c'est le but. D'accord. Si tu veux commencer, je t'en prie. Give me five. Alors, on va commencer. Alors forcément, dans le cinéma, il risque d'avoir du lourd, du très très lourd. Du coup, tiens, j'ai pas pensé, mais je vais essayer de faire ça dans l'ordre chronologique. Voilà, des protagonistes et de l'ordre de leur apparition chronologique. Du coup, je vais commencer par, si je ne me trompe pas, par l'année 1977. D'accord. Voilà, avec un personnage interprété par la regrettée Carrie Fisher. Voilà, et du coup, ce personnage, c'est la princesse Leia Organa. D'accord. Donc, grande surprise. Voilà, grande surprise, effectivement. Je suis un fan de Star Wars, du coup, forcément, je ne pouvais pas louper de mettre Leia. Du coup, donc Leia, qui est apparue en 1977 dans le premier Star Wars, donc alors c'est l'épisode 4, toujours compliqué, qui est apparue du coup dans 6 films de la franchise Star Wars et dans plusieurs des séries aussi. Comme je disais, elle est interprétée par la regrettée Carrie Fisher. Donc Leia, du coup, c'est une princesse. Alors, on va spoiler, hein, mais c'était... non, c'est il y a longtemps, tout le monde le sait. Mais Leia, du coup, c'est la fille d'Anakin Skywalker, qui est donc Dark Vador. Voilà, Je savais pas. Voilà. Autant sur d'autres films dont je vais parler, peut-être que je dévoilerai pas tout, mais là, je pense que tout le monde le sait. Ouais, là, ça me paraît gros. Je pense que même ceux qui n'ont pas vu Star Wars, ils savent déjà, en fait. Et donc voilà, et pourquoi est-ce que j'ai choisi Leia ? Parce que déjà, Star Wars est mon film préféré, donc forcément, dès que je peux le caler, je le cale. Et parce qu'ensuite, en termes de protagoniste, comme je l'ai dit, c'est en 77, donc ça fait 43 ans maintenant. Déjà qu'elle est apparue. Et quand on la voit la première fois, elle est présentée comme l'archétype de la princesse en détresse, puisque il y a le jeune Luke Skywalker qui doit aller la sauver. Elle est prisonnière des méchants dans une forteresse. Hein, donc on est vraiment sur la princesse qui doit être sauvée par le chevalier, la princesse en détresse. Et puis, dès sa première réplique, en fait, on se rend compte que c'est pas une princesse en détresse. Donc ça sera une princesse forte, une figure forte. Ensuite, si on suit l'évolution de Star Wars, ça sera une figure forte de la rébellion. Voilà. Et du coup, un modèle, je pense, pour les futurs autres protagonistes dont on parlera plus tard. Oui. D'accord. Donc voilà pourquoi j'ai parlé de Leia. D'accord. Très bien. À moi, du coup.
Alors moi je vais vous parler de... Alors je vais pas du tout faire dans l'ordre chronologique, hein. Je suis pas allé à ce niveau, à ce degré-là de préparation. Non, j'ai improvisé, j'ai fait une liste. Je me suis dit, qu'est-ce que je dois dire? Et je me dis, il faut que je dise l'année quand ont été créés les personnages, sont apparus la première fois. Et je me rends compte qu'en fait, il y a une colonne avec toutes les années. Je me dis, ça marchait bien. Oui, du coup, c'est d'accord. Alors, moi, je vais vous parler de Ayame, qui est présente dans la saga Tenchu. Donc, la saga Tenchu, c'est une série de jeux d'action-infiltration qui se passe à l'ère du Japon féodal. Donc, le joueur, en fait, il devra effectuer plusieurs missions avec des objectifs plus ou moins spécifiques, comme des missions d'assassinat, d'escorte, de récupération d'objets, donc afin de progresser dans le jeu et du coup, par exemple, de profiter du scénario. Donc la licence, elle fut à l'origine développée par Acquire, qui sont occupés des 2 premiers opus. Puis ensuite, le flambeau, il fut repris par la suite pour les autres épisodes par K2 LLC et ensuite From Software. Donc From Software qui est ultra connu pour les Dark Souls et Sekiro. Donc voilà, pour ceux qui connaissent, voilà. Enfin même ceux qui connaissent pas, normalement, voilà, ils devraient tilter là-dessus. Donc les épisodes les plus populaires de Tenchu, parce qu'il y en a eu vraiment beaucoup, mais les épisodes les plus populaires, ça reste ceux édités par Activision, donc il y a le 1, le 2 et La Colère Divine, qui est sorti sur PS2 en 2003, et son équivalent Xbox en 2004, Return from Darkness. Et donc celui-là, c'est un peu l'héritier spirituel des 2 premiers, c'est ceux qui restent, on va dire, dans la mouvance des 2 premiers. Et du coup, donc dans ces jeux, on peut y incarner 2 personnages. Donc tu as Rikimaru, donc qui est le protagoniste masculin, et on a donc Ayame, donc qui apparaît dans tous les softs, sauf Tenchu Z. Parce que Tenchu Z, c'est un jeu un peu particulier, parce qu'on joue aucun des personnages principaux. En fait, on joue un ninja qu'on crée nous-mêmes. Donc il n'a pas de... Comment dire, il n'a pas été créé avec une histoire déjà établie, on va dire, on l'a fait nous-mêmes. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est oui, toi qui crée ton propre perso, donc oui. C'est pas mal comme concept aussi. Donc Ayame, donc c'est la dernière disciple de Azuma Shiunsai, qui est le grand maître et dernier descendant des ninjas Azuma. Donc Ayame, elle fut adoptée par ce dernier. Donc elle a beaucoup de talent, mais a une très mauvaise attitude. Mais elle sera toujours assez patiente pour apprendre une technique dans le but de la maîtriser. En dépit de son jeune âge et de son départ tardif dans la pratique des arts ninja, Ayame fit preuve d'une grande discipline et d'une force d'apprentissage exemplaire, spécialement après les événements de Tenchu 2. Parce que Tenchu 2, c'est la préquelle du 1, du coup. C'est pas dans l'ordre aussi, un peu comme Star Wars. Donc voilà. Ouais, ils ont copié. Oui, voilà, c'est pas beau de copier. Donc elle possède des qualités différentes de celles de Rikimaru, parce que Rikimaru, c'est le leader du coup du clan Azuma. Et donc, comme je l'ai dit, un des personnages qui est jouable dans quasiment tous les Tenchu, donc sauf le Z et Fatal Shadows. Donc elle a des qualités différentes, mais qui sont tout aussi mortelles. Donc par exemple, elle se déplace plus vite que Rikimaru, mais est moins résistante. Et au combat, elle utilise, tout le poids de son corps. Contrairement à Rikimaru qui lui utilise son sabre et ses mains seulement. Alors qu'elle, elle peut donc par exemple sauter sur ses ennemis et leur briser le cou avec ses genoux. Comme Jill dans Resident Evil 5, pour ceux qui ont joué, ils verront de quoi je parle. Voilà, oui, c'est... Oui. Un vrai plaisir. Une bonne personne, en soi. Ouais, dans la délicatesse, voilà, on sent que c'est très subtil. Un personnage délicat. Donc elle est capable d'utiliser les armes des ennemis contre eux, mais elle ne le fait pas, contrairement à Rikimaru. Et par contre, elle est beaucoup plus enclin à se moquer de ses ennemis avant de les tuer. Là où Rikimaru, lui, est beaucoup plus respectueux, voire il s'excuse auprès d'eux avant de leur enlever la vie. Mais du coup, je sais pas quel est le pire en fait des deux, quand on y pense. Et pour finir, Ayame, du coup, c'est une kunoichi, donc une femme ninja, qui utilise donc une paire de kodashi, qui sont des lames courtes, mesurant entre 40 et 65 cm, utilisées essentiellement par la caste des samouraïs. Voilà, pour Ayame. D'accord. Une personne mortelle. Oui, tout à fait. Entraînée pour être mortelle. Alors, du coup, à moi, pour le deuxième protagoniste féminin, et donc toujours dans l'ordre chronologique, on va arriver en 1977
Et je vais vous parler donc, rapidement du lieutenant de première classe Ellen Ripley. Ah oui. Voilà. Donc Oui, Ellen j'ai eu Ripley. du temps à tilter. Oui, voilà. Donc, qui est Ellen Ripley? Donc, c'est le protagoniste féminin principal de la saga Alien, donc, qui est sorti pour le premier épisode en 1977, réalisé par Ridley Scott. En 1979, pardon, 2 ans après. 2 ans après Star Wars. Donc, on est sur une thématique de l'espace et des femmes fortes. D'accord, ok, très bien. Voilà. Alors, du coup, elle apparaît dans les 4 films de la saga principale Alien, parce qu'après il y a des suites et des spin-offs et des préquels, mais voilà, donc elle n'y apparaît pas. Alors, elle apparaît son personnage, et après il y a des clones d'Ellen Ripley en fait, parce qu'il y en a qui se passent vraiment 100 ans après, il me semble, et c'est un clone. Mais bon, du coup, elle est toujours interprétée par Sigourney Weaver. D'accord. Et voilà, donc elle est dans le premier épisode, donc elle est pilote du vaisseau le Nostromo, qui reçoit un appel de détresse d'une planète inconnue. Il s'arrête sur la planète et sur cette planète, en fait, il découvre l'alien. Voilà. Et donc, du coup, l'alien, il découvre les œufs avec les facehuggers, là, donc les sortes de trucs super bizarres, une sorte d'araignée là, qui te saute au visage et qui te chope au visage, qui laisse un embryon d'alien dans le ventre. C'est et du coup, aussi, hein. Oui, voilà, on est sur de la joie, de la bonne humeur. Oui, toujours. Et donc voilà, donc ce personnage, forcément de femme forte aussi, qui se bat pour sa vie, qui essaye de sauver ses compagnons. Oui, c'est vrai. Mais j'ai toujours cette image d'Ellen Ripley, je crois que c'est dans le 1 où elle a, tu vois, elle est vraiment à la fin, elle se bat contre l'alien et elle a vraiment une grosse arme dans les mains. Ça fait très années 80 du coup ce côté-là. Je crois que c'est dans le premier, je crois, il me semble. Je sais plus, dans le premier, je crois qu'elle l'évacue dans l'espace. Il y a des moments où elle a des grosses armes parce que dans le 2, dans Aliens, il y a l'armée qui est là, c'est vraiment un film de guerre en fait. À chaque fois qu'il y a un alien, sur les premiers, c'est des films vraiment différents sur la thématique. Le premier, c'est vraiment un huis clos. Ils sont dans un vaisseau et puis donc il y a le 8e passager, comme le sous-titre du premier Alien, c'est le 8e passager. Oui. Donc il y avait 7 membres d'équipage et puis il y en a un 8e qui arrive et qui a eu comme idée de décimer tout le monde. Dans le 2, c'est vraiment un film de guerre parce que c'est James Cameron qui arrive à la réalisation et c'est vraiment un film de guerre. Le 3, c'est un film de prison. Alors, il y a du huis clos aussi, mais plus sur de la prison. Oui, c'est vrai. Et le 4, donc Alien la Résurrection, c'est là où du coup il y a des clones. C'est plus un film d'action. C'est un film d'action des années 90. Ouais. Et c'est le 3 ou le 4 qui est réalisé par un Français, je ne me rappelle plus. C'est le 4. C'est le 4. C'est Jean-Pierre Jeunet qui a réalisé le 4 et c'est David Fincher qui a réalisé le 3. D'accord, ok. Voilà. Donc Ellen Ripley, la tueuse et mère des aliens. Oui, parce qu'à un moment, du coup, elle tue pas mal d'aliens, elle est plutôt douée là-dedans. Mais il y a, dans un des épisodes, il y a un alien du coup qui se sert d'elle pour du coup créer une nouvelle reine, il me semble, quelque chose comme ça. Donc les coups des aliens. Du coup, c'est un petit spoil. Voilà. Oui, mais c'est pareil, c'était il y a longtemps. C'est vieux Alien aussi, désolé. Voilà. D'accord. Donc voilà, à toi. Okay. D'accord. Alors moi, je vais vous parler de Ibana, qui est présente dans le jeu Nightshade. Alors Nightshade, c'est un jeu d'action 3D à la 3e personne qui est sorti en 2003 et qui a été développé par Overworks et édité par Sega. Donc c'est une préquelle de Shinobi qui est sorti en 2003. Et donc ce Shinobi qui est sorti en 2003, c'est un reboot des jeux Shinobi sortis entre 87 et 93, essentiellement sur les consoles de Sega. Donc dans Nightshade, on y joue Ibana, qui est employée au sein de l'agence Shinobi et qui est la dernière membre du clan Oboro et qui est engagée par le gouvernement pour arrêter le Nakatomi Conglomerate. Rien à voir avec Die Hard.
je sens là, voilà. Donc le... Bah, moi, tu me dis Nakatomi, tu vois, je pense à Nakatomi Plaza, Noël, c'est la fête. Quoi. Voilà, mais rien à voir. Le jeu ne se passe même pas à Noël, c'est pour te dire. Donc le Nakatomi Conglomerate, c'est une organisation maléfique donc, qui veut rassembler les fragments de l'Akujiki, qui est une puissante épée maléfique, afin de répandre le chaos à travers le monde. Donc voilà, c'est pas non plus des gens très joyeux. Alors du coup, Ibana, qui c'est donc ça veut dire fleur écarlate en japonais. Elle est née donc dans la maison du clan Oboro, mais vu que c'était une femme, elle n'avait pas le droit de devenir un des leaders du clan. Voilà. Donc elle est envoyée dans le clan Mukuro, qui est une branche séparée du clan Oboro, et elle est entraînée par Jimushi, qui est à la base lui un formateur du clan Oboro et qui appartient aussi à l'agence Shinobi. Donc il devient son mentor, il y a une relation qui se crée entre eux. Sauf que par la suite, Jimushi lui quitte le clan Oboro et l'agent Shinobi parce qu'il est plus en accord avec eux, et du coup il rejoint le Nakatomi Conglomerate. Et du coup Ibana, elle prend ça comme une trahison. Et du coup dans Nightshade, on va devoir affronter donc les personnages les ennemis du Nakatomi Conglomerate et bien sûr Jimushi. Donc il y a un petit côté théâtral, on se bat contre son mentor, parce que du coup voilà, Ibana elle est choisie par l'agence pour mettre fin aux agissements du Nakatomi Conglomerate, récupérer la Kujiki et affronter Jimushi. Et donc pour ceux qui ont joué, ça fait très MGS3 où il y a Naked Snake qui est envoyé par le gouvernement pour affronter The Boss, et du coup Naked Snake c'est le dernier disciple de The Boss, c'est son meilleur disciple, et à la fin ils s'affrontent. Il y a un peu ce côté là aussi. Voilà. Du coup à la fin du soft, Ibana elle décide de quitter l'agence et le clan Oboro pour suivre ses propres règles. Donc en général elle est pas très passionnée par son travail et est plutôt cynique dû à son passé troublé. Elle a une silhouette élancée, des cheveux noirs et des yeux couleur noisette. Elle possède une paire de lames futaba, qui sont des sortes de lames courtes, un peu comme les ninjato, et qui lui ont été données par son mentor Jimushi. Et à la fin du jeu, elle possède la vraie version de l'épée d'Akujiki. Et elle donnera la fausse à l'agence Shinobi, du coup. Du coup, elle est aussi hyper entraînée du coup dans les arts ninja. Donc c'est à l'image de ce qu'on peut faire dans le jeu, hein. Donc c'est courir sur les murs, dasher sur ses ennemis, utiliser des armes blanches, donc les ninjato, et aussi dans la maîtrise des armes de jet. Voilà. J'allais me lancer dans autre chose, mais en fait c'est bon. Voilà. Donc voilà pour Ibana. Ok. D'accord, donc grosso modo on n'est que sur des tueuses pour l'instant. Oui, c'est vrai. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Ah voilà, quelle bonne nouvelle. Alors du coup c'est à moi. Donc là pour moi on va changer de décennie. Donc on va passer dans les années 80, en 1984. Et pour le troisième protagoniste féminin, je vais vous parler rapidement d'un personnage qui est ultra connu, puisque elle est c'est la mère d'un des sauveurs de l'humanité. Et je parle de Sarah Janet Connor. Sarah Connor. Voilà. Du coup, Sarah Connor, donc, elle apparaît en 1984 dans le premier film Terminator. Elle est interprétée par Linda Hamilton. D'accord. Voilà, donc du coup, elle apparaît dans 4 des films de la franchise, plus une série télé qui s'appelle Les Chroniques de Sarah Connor. Et elle est interprétée du coup par dans les premiers films, elle est interprétée par Linda Hamilton, qui a repris son rôle là, pour le dernier Terminator, Dark Fate. D'accord, oui. J'avais vu rapidement dans la bande-annonce. Ouais. Voilà, en fait, elle est dans le premier, dans le 2 et dans Dark Fate. C'est le 4 de la franchise Terminator Genesis. Elle est interprétée, puisque du coup, elle est censée être... elle est interprétée plus jeune, il me semble. Enfin, en fait, Linda Hamilton était trop vieille pour reprendre son rôle,
puisqu'ils ils repartent en 1984 en fait. C'est une sorte de Ouais, du coup, reboot, là, remake de la série. Donc elle est interprétée par Emilia Clarke. Donc Emilia Clarke, c'est Khaleesi, la mère des dragons dans Game of Thrones. D'accord, ok. Voilà. Et dans la série télé, elle était interprétée par Lena Headey, je sais pas trop comment on prononce, et qui est du coup Cersei dans Game of Thrones aussi. D'accord, Voilà. on est aussi. Voilà, donc voilà, les femmes de Game of Thrones jouent Sarah Connor. D'accord. Donc du coup, Sarah Connor, au départ, elle a rien demandé à personne, hein, mais le 12 mai 84, un Terminator revient pour essayer de l'exterminer parce qu'elle est enceinte. Enfin, avant qu'elle soit enceinte, en fait, ils veulent tuer Sarah Connor avant qu'elle soit enceinte de John Connor, qui deviendra, comme je l'ai dit tout à l'heure, du coup, un des leaders de la résistance dans le futur, quand le futur sera contrôlé par les machines et qu'il y aura une résistance humaine pour essayer de détruire les machines. Ouais, donc en 2020, hein, on est... Voilà, on est pas loin. Donc, du coup, elle passait à partir de là sa vie à essayer de combattre Skynet, qui est l'entité en fait qui gère l'entité informatique indépendante qui a pris le pouvoir et qui gère les machines. D'accord, oui. Donc, voilà. Ça, ok. Donc voilà, donc du coup sur du petit spoil hein, encore, mais pareil, c'est un film de 84, c'est quand même du coup c'est quand même très connu. Donc Oui, c'est vrai. dans le premier, donc le Terminator interprété par Arnold Schwarzenegger arrive du futur donc pour essayer de la tuer, donc avant qu'elle donne naissance à John Connor, et il y a un homme en fait du futur aussi, donc qui s'appelle Kyle Reese, qui vient pour la protéger contre le Terminator, et ils vont tomber amoureux. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Donc Sarah et Kyle vont tomber amoureux, et de cette union naîtra John. Donc du coup Oui, voilà, c'est ça. le père de John est un de ses amis qui l'envoie dans le passé Ah oui. pour sauver sa mère. C'est vrai, Voilà. c'est vrai. Je vous laisse réfléchir J'avais là-dessus. oublié. C'est une bonne réflexion sur ça. J'avais oublié ce petit détail. Voilà, sachant qu'il me semble qu'en plus, il est au courant. John, dans le premier, on le sait pas, mais après, il me semble que John est au courant en fait que Kyle Reese est son père. Donc c'est-à-dire qu'en Il fait, doit l'envoyer du et coup. qu'il doit l'envoyer dans le futur, et qu'en fait, mais Kyle, lui, le sait pas, qui sera le père de John. Voilà. Donc voilà. Mais bon, du coup, Linda Hamilton, au départ, est juste une serveuse et qui essaye de survivre, aidée par Kyle. Et au fur et à mesure des épisodes, elle devient de plus en plus forte, et elle devient une femme vraiment forte. Et elle essaye par tous les moyens d'entraîner son fils pour qu'il devienne un Oui. des sauveurs de l'humanité. Voilà. On le voit dans Terminator 2 quand elle est au début, qu'elle s'entraîne, Voilà. qu'elle plante un stylo dans le genou C'est du ça. type. Voilà. Oui, C'est c'est ça, vrai. elle s'entraîne tout le temps, elle fréquente des hommes, mais uniquement pour que son fils puisse en profiter de leur expérience, pour qu'ils deviennent le plus fort possible pour vaincre les machines. Voilà. Son unique but dans la vie à partir du premier Terminator, c'est d'arrêter Skynet, que ce soit sa création, voilà, et de faire que John devienne l'homme le plus fort possible et le meilleur leader possible pour mener la résistance. Ouais, Voilà. d'accord. Voilà. Et d'ailleurs, je me rends compte, mais du coup, dans le futur, Kyle Reese, en fait, et John Connor ont le même âge. Du coup, son père a le même âge que lui. Oui, voilà, il me Dans semble, l'idée. à peu près, quoi. Ils ont à peu près le même âge, je sais plus. C'est... D'accord. Ok. Voilà, à toi. D'accord. Alors, moi, je vais vous parler de Lian Xing dans la série de jeux Siphon Filter. Donc, Siphon Filter, c'est une série de jeux d'action infiltration qui sont sortis en exclusivité sur les consoles de Sony, donc entre 1999 pour le premier opus sur PS1 et le dernier opus en date en 2008 sur PSP. Donc Siphon Filter, ce fut en quelque sorte la réponse de Sony à Konami en disant nous aussi on a notre Solid Snake, on a notre Metal Gear Solid, on a notre Gabriel Logan.
sauf que c'est quand même beaucoup plus axé action, même si après, dans les épisodes d'après, il y aura quelques phases d'infiltration, mais jamais aussi poussé qu'un Metal Gear. C'est quand même, on tue quand même plus des ennemis en sachant que, enfin, ils savent qu'on est là, quoi, qu'on arrive, quoi. Voilà. Donc, D'accord. Encore quelqu'un qui tue des gens, quoi. La thématique, c'était juste les protagonistes féminins. Hein. C'était pas juste les protagonistes qui butent des gens. oui, faut voir ça avec les développeurs. Hein. Voilà. Bon, tu me diras, moi sur les 3, pour l'instant, j'en ai donné 2 qui tuent quand même pas mal de personnes aussi. Bon, c'est vrai. des robots et des aliens, mais quand même. Oui, c'est pas humain, mais quand même. Donc dans la saga Siphon Filter, donc il y a de nombreux personnages emblématiques qui jalonnent les jeux. Donc il y a Gabriel Logan, il y a Anton Gear 2, il y a Mara Aramov, et du coup celle qui nous intéresse, Liang Xing. Donc Liang Xing, elle est née à Kashi, en Chine, en 1969. Donc elle fut mariée à Shen Rei, un scientifique qu'elle ne cessera d'aimer, même si après elle fut expatriée aux États-Unis pendant 15 ans, mais après quand elle le retrouve, elle l'aimera toujours autant, même si ce sera pas très bon pour elle, par rapport à ce qui se passe dans les opus PSP. Pendant qu'elle était en Chine, elle fut aussi entraînée par une organisation d'assassins nommée la Trinidad. Donc elle fut un agent du Chinese Ministry, ou Ministry, je sais pas comment on dit, of State Security, donc le MSS, jusqu'à ce que l'agence, donc qui est une agence dans la mythologie Siphon Filter, qui est une agence gouvernementale un peu comme un FBI ou une sorte de CIA. Donc l'agence, donc elle dissout après le MSS, et du coup l'agence donne une fausse identité à Liang Xing et lui permet en fait d'avoir une sorte de nouveau départ. Et du coup, elle opère sur le terrain et elle rencontre Gabriel Logan, qu'elle a comme partenaire et qui est là après dans tous les... Enfin après, on va dire, ils vont plus lâcher entre guillemets dans tous les jeux, quoi. Donc après les événements de Siphon Filter 3, justement, l'agence se dissout. Oui, c'est parce que j'étais en train de lire en même temps, mon cerveau il a... Et dissolu. Du coup, l'agence se dissout et du coup, Gabriel Logan, Lansing, Teresa Limpan et je me rappelle plus son nom, c'est Moudjari, son nom j'ai oublié de le noter, mais Laurence Moudjari. Donc il crée l'IPCA, donc qui est une agence, on va dire, qui vise aussi à lutter contre le terrorisme, mais c'est plus sain que l'agence, il y a moins de magouilles, on va dire. Voilà, du coup, dans le premier Siphon Filter, Liane, elle sert surtout de support radio à Gabe et lui prodigue des infos sur sa mission. Elle n'est pas jouable, donc elle lui indique les objectifs, ce qui se passe un petit peu dans le scénario, tout ça. Et par la suite, à partir du 2, elle devient jouable, sauf dans Omega Strain, parce qu'Omega Strain, c'est un peu comme j'avais dit dans Tenchu Z, c'est-à-dire qu'on crée aussi notre personnage qui fait partie du coup de l'agence IPCA, qui est créée par Gabriel Logan et les autres. Sauf qu'on y incarne un nouvel agent, donc on peut le customiser, tout ça, mais en fait on entend et on aperçoit Gabriel Logan et les autres, mais on peut pas jouer avec eux. Donc voilà, donc les missions de Liang Xing, elles sont surtout basées sur de l'infiltration, avec quelques phases d'action. Là où on trouve l'inverse chez Gabriel Logan dans les jeux, c'est-à-dire que Gabriel Logan c'est surtout de l'action, et il y a quelques phases d'infiltration, voilà. Donc Liane c'est une experte au couteau. Donc on le voit dans les missions d'infiltration, on doit tuer nos ennemis au couteau, c'est bien mis en avant. Et du coup c'est le seul personnage féminin qui est présent dans tous les opus, même non jouable, c'est-à-dire que du premier jusqu'au dernier en 2008, elle y est. Voilà. Et du coup, une de ses particularités, c'est qu'elle est doublée par 3 actrices différentes. Donc il y a Ava Fang qui la double dans Siphon Filter 1, Zoé Galvez qui la double dans Siphon Filter 2 et 3, et Kim May qui la double dans Omega Strain, Dark Mirror et Logan's Shadow. Et du coup, Kim May qui double aussi Mei Ling dans la saga Metal Gear Solid. Voilà pour Liang Xing. Ok.
Yang-Sing. Il va falloir que tu notes les noms de toi-même dans la liste, parce que là, ils ont des noms trop compliqués, tes personnages. Voilà. Dans le top, comme ça, après, pour que je puisse faire le top, juste faire la liste, mais note-les toi, parce que je vais jamais écrire ça correctement sinon. D'accord, je vais le marquer. Alors, du coup, ma quatrième protagoniste, on va encore changer de décennie. Et alors là, j'avoue que j'ai un peu triché, parce que j'en vais en donner deux d'un coup. Mais parce que je trouve qu'elles sont indissociables. Du coup, donc on est en 1991, et je vais vous parler du coup de Thelma et Louise, dans le film éponyme Thelma et Louise. Donc je trouvais bizarre de parler de Thelma sans Louise ou de Louise sans Thelma. Donc de Thelma Lauren Dickinson, jouée par Gina Davis, et de Louise Elizabeth Sawyer, jouée par Susan Sarandon. Donc dans un film de 1991, encore réalisé par Ridley Scott. Ridley Scott serait... On n'arrête plus. C'est ça. Quand Ridley Scott réalisait des très bons films avec des femmes fortes. Ouais. Okay. Maintenant, il réalise des mauvais films. Avec peut-être des femmes fortes, mais des mauvais films. Alors ça va, c'est dans notre thématique. Du coup, qu'est-ce que je peux vous dire donc, de Thelma et Louise si vous ne l'avez pas vu? Déjà, voyez-le. Un très bon film. Moi, je l'ai pas vu, là, sur le coup. Voilà. Alors, du coup, si tu l'as pas vu, je vais essayer de pas spoiler. Ça serait dommage. L'histoire, grosso modo, on parle en fait raconte l'histoire de ces deux femmes dont l'excursion d'un week-end se transforme en cavale à travers les États-Unis. Voilà. Ça part juste sur un week-end entre copines. Du coup, entre Thelma, qui est une femme au foyer frustrée et plutôt soumise à son mari. Voilà. D'accord. Et sa copine qui est donc Louise, qui est serveuse dans une cafétéria. Et elles partent en fait toutes les deux en week-end. L'idée c'est de partir toutes les deux en week-end à la montagne pour se détendre, pour penser à autre chose. Un week-end entre filles, quoi. Pour couper un peu de leur quotidien. Voilà, pour couper de leur quotidien un peu morose, prendre du bon temps. Et au fur et à mesure, ça va pas tout à fait se passer comme prévu. Voilà, parce que il va, je sais pas comment dire ça sans trop spoiler, mais je crois que j'ai vu la fin. Si ça inclut une voiture et une poursuite. Voilà. La fin est c'est une des fins ultra iconiques du cinéma. Voilà, ça inclut une poursuite. Sont poursuivis par la police avec une voiture décapotable à côté du Grand Canyon. C'est bon. Voilà. Mais bon, donc du coup, l'idée c'est de parler de ces deux femmes parce que ce sont des femmes au départ, on va dire lambda. Hein. On a la femme au foyer et la serveuse, elles n'ont rien d'extraordinaire. Et c'est un peu un des archétypes de l'Amérique à cette époque, peut-être. Donc, voilà. Et ensuite, par la force des événements, puisque du coup, elles vont être pas mal attaquées et je sais pas comment le dire sans vraiment vous spoiler ce qui se passe dans ce film. Mais il va se passer des événements qui seront pas nécessairement de leur faute, qui vont les amener à faire des actions Elle va être un peu beaucoup embêtée. Voilà, elle va être un peu beaucoup embêtée et du coup forcément poursuivie par la police. Voilà. Et l'idée d'en parler, c'était parce que ce film du coup devient un film culte. Et Thelma et Louise, alors il a reçu l'Oscar du meilleur scénario en 91. Et en fait, ce film est devenu aussi un des symboles du féminisme. D'accord. Donc, pour parler de la place de la femme, etc. Donc je crois que c'était intéressant de parler de Thelma et Louise. Voilà. D'accord, oui, c'est quand même un film qui n'est pas utilisé que dans le cinéma. Il peut aussi servir d'exemple dans d'autres. Pour d'autres causes. C'est ça, tout à fait. D'accord. Voilà, sur Thelma et Louise. D'accord. Ok, à moi du coup. Sauf si tu as quelque chose à rajouter en particulier sur... Non, pas spécialement. Là, j'ai rien de spécial à rajouter sur...
Bah, sans spoiler, c'est compliqué, quoi. Oui, Ouais. c'est difficile, ouais, c'est sûr. Voilà. D'accord. Enfin, si je peux rajouter. Enfin, si, il y a eu des polémiques quand même sur ce film Ouais. aux États-Unis parce que, du coup, il mettait en scène deux héroïnes qui répondaient du coup à la violence masculine par les armes. Parce qu'effectivement, elles vont D'accord, utiliser ouais. des armes voilà. Et donc, mais il y avait de la violence masculine. Et donc, Ouais. voilà. En plus, j'imagine par rapport au contexte de l'époque, ce que tu m'as dit, il est sorti en quelle année? 91. Ouais, bah, de toute façon, oui, c'était quand même, oui, d'accord. Oui, déjà dans les mœurs, c'était pas tout à fait encore accepté, j'imagine. Voilà. D'accord. Bon, bah, du coup, je vais vous parler du coup de mon troisième, non, Quatrième. pardon, déjà. Quatrième personnage. Donc, je vais vous parler de Face, qui est la protagoniste féminine principale de la saga Mirror's Edge. Donc Mirror's Edge, c'est D'accord. un FPS, FPR, enfin First Person Shooter, First Person Runner, on va dire. Donc qui est sorti en 2008 sur PS3, Xbox 360 et PC. Et il y a eu une suite, Mirror's Edge Catalyst, qui verra le jour en 2016, qui est sorti sur PS4, Xbox One et PC. Donc on y incarne Faith Connors, qui est donc une messagère ou runner en anglais. Donc ici je vais parler de la version de Faith de Mirror's Edge Catalyst, car elle est on va dire plus élaborée et plus précise que la version de 2008, parce qu'il y a un peu des dissonances entre les deux, parce que j'ai pas trop compris l'intention des développeurs, parce qu'en fait, elles ont un peu la même histoire en commune, mais elles peuvent se prendre différemment, on va dire. Donc je préfère parler de la version de Catalyst parce que c'est un peu la même chose, mais on va dire plus élaborée et plus détaillée. Donc Faith, elle grandit donc dans une famille. Oui, merci. Tu as la foi. On te fait confiance. On te fait confiance. Du coup, Faith grandit dans une famille de 4 membres. Donc elle grandit plus proche de sa mère, Erica Connors, alors que sa sœur, Kate, grandit plus proche de leur père, Martin Connors. Donc ses parents étaient impliqués dans des mouvements et manifestations libertaires visant à lutter contre le régime autoritaire qui régissait The City of Glass. Donc The City of Glass, c'est la ville... En fait, dans le premier Mirror's Edge, pour ça, là, j'illustre ce que j'ai dit avant, c'est juste The City. Et dans Mirror's Edge Catalyst, où ils ont un peu plus poussé le truc, c'est The City of Glass. Parce que du coup, ça représente plus la ville et l'environnement de jeu. Lors d'une de ces manifestations libertaires et un peu résistantes, donc il y a eu une des manifestations qui s'appelle le November Riot, et du coup les parents de Faith et Kate les emmenèrent avec eux, mais du coup ces derniers furent tués. Donc, enfin, les parents de Kate et Faith furent tués. Et du coup, à partir de là, Faith, elle tient du coup en dépit The Conglomerate, encore un conglomérat, décidément, du coup qui maintient une sorte de régime autoritaire au sein de The City of Glass, et du coup qui contrôle la vie de ses habitants et qui est bien évidemment lié aux événements du November Riot et auxquels Faith elle va être confrontée à eux au fil des jeux en fait. Ça va être un peu un peu ses ennemis principaux. Donc à la suite de ça, Faith elle est orpheline et elle fut recueillie par Noah, qui est un messager, et qui l'éleva et l'entraîna afin qu'elle devienne elle-même une messagère. Donc elle acquiert de grandes compétences comme concernant le parcours, le combat au corps à corps et l'utilisation d'armes à feu. Donc en fait tout ce qu'on peut faire dans le jeu. Donc concernant sa tenue, donc elle porte un pantacourt blanc stylisé avec 2 bandes noires, des chaussures de course rouges, des bardeurs noirs et un gilet noir sans manches. Et elle porte un sac en bandoulière noir et rouge. Et à son bras droit, elle porte un protège-coude noir et un gant rouge. À sa main droite, pardon. Et un gant rouge et noir à sa main droite, pardon, je vais y arriver. Et du coup, elle a un tatouage à l'œil droit qui symbolise son appartenance au messager. Et elle a évidemment un tatouage iconique sur son bras droit que les gens qui ont joué à Mirror's Edge reconnaissent et que j'ai moi-même sur mon bras droit. Donc voilà. Donc voilà pour Faith Connors. Que je marque bien évidemment dans le top. Oui, l'instinct, ouais, c'est vrai. Faith Connors, ok.
Ok. Ouais, c'est plus facile. La Face Connor, c'est plus facile que Lianxing, tu vois, déjà. À prononcer, à dire. Voilà. Alors, du coup, pour mon dernier protagoniste, ma dernière protagoniste, on va rester dans cette décennie 90. D'accord. Donc, c'est un personnage qui est interprété par Mila Jovovich. Voilà. Mais dans un film qui est plutôt bon. Pas dans des films qui sont pas. D'accord, ouais. Voilà, parce qu'elle a joué dans des films moins bons. Des films moins bons. Qui concernent le jeu vidéo en plus. Qui concernent le jeu vidéo, voilà. Donc son nom complet, c'est Liluminai Lekarariba Laminacha Ekbat Desebat. C'est pour ça qu'il fallait que je relise parce que j'étais pas sûr. Oui, je comprends. Voilà. Et en plus court, c'est Lilou. Donc c'est Lilou du film Le 5e élément. Très bien. Voilà. Qui caractérise l'être parfait. Le 5e élément, c'est Lilou. Donc interprété, comme je l'ai dit, par Mila Jovovich, donc dans Le 5e élément, réalisé par Luc Besson en 1997, où elle partage l'affiche avec Bruce Willis. Donc voilà. Et Chris Tucker. Et Chris Tucker, tout à fait. Voilà. Donc, dans ce film-là, alors, le personnage principal, c'est plutôt Bruce Willis, du coup, donc Corbin Dallas, qui est pris dans un mécanisme en fait, où il doit sauver le monde, hein, encore une fois. C'était l'époque où Bruce Willis sauvait le monde, enfin là, il sauve carrément l'univers. Toute forme de vie, voilà, il passe à un nouveau niveau. C'est son métier. Voilà. Et du coup, pour ça, il a besoin de réunir les 5 éléments. Donc l'eau, la terre, le feu. L'eau, la terre, le feu et l'air, merci. Voilà, l'eau, la terre, le feu, donc les 4 pierres et le 5e élément pour combattre le mal absolu. Et donc, du coup, Lilou est le 5e élément, donc l'être parfait. Voilà, donc, et qui, pour vivre et pour pouvoir gagner, a besoin de l'amour. C'est très très beau, c'est très poétique. D'accord. Et donc elle est plutôt forte, voilà, elle est plutôt forte en combat, elle est plutôt agile. Donc voilà, si vous la remettez pas, elle a une sorte d'habit blanc qui ont été imaginé par Jean-Paul Gaultier, d'habit blanc avec une chevelure rouge. Voilà. Ouais, moi je la remets. Voilà. Et du coup, une de ses phrases, c'est multipass. Lilou multipass. Voilà. Parce qu'ils ont un multipass et elle a mieux utilisé son multipass. Donc voilà, et elle est assez forte en combat. Il y a des scènes voilà, où elle combat tout un tas de gardes armés extraterrestres et elle leur met une bonne raclée. C'est pas le moment où, quand il y a la chanteuse d'opéra. Si, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est la chanteuse Plava Laguna qui a récupéré les pierres. Et ils doivent récupérer les pierres, du coup, sur le Fluston Paradise. Et du coup, il y a une chanson. Donc, la chanteuse est une chanteuse d'opéra. Donc, il y a la chanson d'opéra. Et en même temps, en montage parallèle, il y a Lilou qui tabasse des gens. Voilà. qui tabasse des monstres. Voilà. Et Corben qui bute des gens aussi. Voilà. Donc voilà, Lilou. Ok. D'accord. Moi, pour finir, je vais finir en beauté avec Mei Ling, du coup, de la saga Metal Gear Solid. Alors, Metal Gear, donc la saga Metal Gear, c'est une série de jeux d'action infiltration, dont certains possèdent des composantes de gestion et de jeux de rôle. Donc les softs sont sortis entre 1987 pour le premier Metal Gear sur MSX, un ordinateur japonais, et 2018 pour Metal Gear Survive sur PS4, One et PC. Bon, alors pour les fans, ce jeu n'existe pas, donc le dernier ce serait Metal Gear Solid 5, mais il a été édité par Konami, il fait partie du truc, donc même s'il n'est pas canon, on va dire, je suis obligé de le mettre. Donc je vais pas citer tous les jeux de la saga Metal Gear, parce qu'il y en a beaucoup trop. Dont certains, du coup, comme je l'ai dit, ne sont pas du tout canons à la série, donc Internet est votre ami. Donc selon les softs, on y incarnera soit Solid Snake, soit Naked Snake, donc qui est le big boss à en devenir, ou encore Raiden, donc pour infiltrer une base ou une structure militaire secrète afin d'y arrêter un groupe de terroristes aux capacités plus ou moins extraordinaires,
avant de se rendre compte que l'on fait partie de toute une machination qui va bien au-delà de notre simple personne. Voilà. En gros, Metal Gear, c'est ça. À chaque fois, il se passe des trucs. Voilà. C'est vraiment pour synthétiser. Hein. Après, voilà. Ça va plus loin parce qu'il y a vraiment une database qui est vraiment ultra complète. Enfin, je m'en étais rendu compte déjà quand j'étais plus jeune, mais là, en même temps, quand j'ai fait ces recherches, je me suis rendu compte que c'était encore vraiment très, très poussé, quoi. Donc, je vais arriver donc au cours de ses aventures, notamment celle avec Solid Snake, le joueur il rencontrera donc Mei Ling. Donc Mei Ling, elle fut bercée par de nombreuses formes de littérature, notamment celle de Shakespeare et celle des proverbes chinois. Ses parents sont chinois, elle est née aux États-Unis, mais elle a grandi à Chinatown, un peu comme Bruce Lee finalement. Elle décide de vouloir rentrer au MIT afin d'être sur le terrain, au lieu d'aller à l'université de Princeton ou Vassar, de faire ça avec ses amis. Elle choisit une vie, on va dire, un peu plus d'action, plutôt qu'une vie tranquille. Donc par amour des avions et des jets qu'elle voit dans les films, elle décide d'intégrer l'US Air Force ainsi que le programme ROTC, donc la Reserve Officer Training Corps, qui est un vrai truc à la base, mais du coup qui est utilisé là pour la mythologie Metal Gear. Mais elle échoua à cause de sa mauvaise vue et donc elle sortira du programme. Par la suite, elle travailla auprès de nombreuses organisations scientifiques comme la ELINT, qui est l'Electronic Intelligence, ou encore la SIGINT, qui est la Signals Intelligence. Elle devint une spécialiste en images et en data processing et développa du coup le codec et le radar Soliton, qui sont deux choses totalement emblématiques du jeu. Enfin, le codec, c'est vraiment ce qu'on utilise dans tous les épisodes. Même toi qui as fait que le premier. Voilà. Ouais, voilà. Oui, voilà. et le son du codec est le son que quand je reçois des SMS. Et du coup, le radar Soliton aussi, hein, c'est ce qui nous permet de voir le déplacement des ennemis. Enfin, si on décide de le mettre ou pas. À la suite de ça, elle a entendu parler des exploits légendaires de Solid Snake. Du coup, elle participe aux événements de Shadow Moses. Et donc, pendant ces événements, elle permit à Snake de sauvegarder sa progression et lui prodigua quelques proverbes chinois pour le soutenir. Du coup, qu'on entend à chaque fois qu'on sauvegarde ou même avant, on entend les proverbbes de Mei Ling. Du coup, proverbes qui sont chinois dans la version japonaise du jeu pour coller à l'authenticité, mais qui sont par contre traduits en anglais dans la version US et qui chez nous sont traduits en français. Parce que du coup, il y avait eu des dissonances entre Hideo Kojima et le traducteur anglais. Il a préféré laisser en anglais plutôt que de mettre en anglais plutôt que de laisser en chinois. Donc après tous ces événements de Shadow Moses et de MGS1, elle intégra l'US Army SSCEN, qui est la Soldier Systems Center, donc dans la branche recherche et développement. Elle continue d'aider Snake et Otacon, donc avec leur organisation Philanthropy, pendant les événements de MGS2, mais elle a dû arrêter parce qu'elle était un peu trop prise par son poste actuel, et surtout parce qu'Otacon lui demande, parce que ça devenait trop dangereux en fait d'aider Snake et Otacon. On va dire pour utiliser l'expression, Snake et Otacon foutaient vraiment le bordel partout. Du coup, parce qu'en essayant de détruire parce que l'organisation Philanthropy, ça permettait ils voulaient vraiment détruire tous les Metal Gear qui existaient. Et du coup, en les aidant, elle se mettait trop à découvert. Mais du coup, Otacon lui demanda d'arrêter. Donc à la suite de tout ça, alors c'est pas vraiment en rapport, mais elle perdit son poste à la SSCEN, puis après elle intégra du coup la Navy et devint officier commandant de l'USS Battleship Missouri. Et du coup après on la revoit donc dans MGS4 et du coup elle aide Snake et Otacon dans leur combat contre Liquid Ocelot, et elle leur indique également qu'il faut qu'ils retournent à la base Shadow Moses parce qu'il y a un Metal Gear et de là ils pourront récupérer certaines données qui les aideront après. Donc voilà. Et donc
Oui, oui, totalement. Et pour finir, donc le design de Mei Ling, il fut créé en partant du modèle de Shinobu Nakayama, qui est une actrice et ex-chanteuse et idole japonaise. Donc un personnage important de la saga. D'accord. On a fini cette première partie. Bah, du coup, on va passer à la partie 2. Give me five. On va commencer la classer entre Leia, donc de Star Wars, hein, la princesse Leia, et Ayame. De Tenchu, la saga Tenchu. Alors, on va peut-être pas partir sur qui gagne. Ah, ça va être, il y aura des choses, mais je pense que c'est pas que ça. Parce que c'est pas juste du combat, quoi. Mais, alors, voilà, c'est ça. alors, grosso modo, à part Mei Ling, toutes les autres, c'est que des tueuses, hein, toi, tes personnages. Donc, non, pas trop Face. Enfin, Face Connors, oui, mais elle est plus dans la course. Face voilà. Après, elle est entraînée. Mais... Voilà. Et, Leia, au départ, c'est une princesse, quoi. Donc, elle est en forme, elle s'est tirée au blaster. Et d'ailleurs, je me rends compte que moi, tous mes personnages sont. Ils sont quasiment tous. Ils ont tous des influences asiatiques, en fait. Alors que toi, oui. tous vraiment dans Rocky 4, quoi. États-Unis contre. C'est ça, quoi. Voilà. Et par contre, alors, je fais une aparté avant qu'on commence vraiment ce classement. Mais où est Lara Croft? Où est-elle? Non, je l'ai pas mis exprès. Ah oui, mais moi j'étais frustré. Je me suis dit c'est la dernière qui va mettre ou la première, tu vois. Bon. Non, je savais que, mais je l'ai pas mis exprès parce que j'avais beaucoup trop de choses à dire et surtout je voulais prendre à revers. Je voulais mettre des personnes que j'aimais vraiment. Plus que Lara Croft, même si j'aime beaucoup, mais je voulais mettre des personnages dont on parle pas spécialement. Voilà. Oui, mais c'est vrai que pour le coup, Lara Croft, tout le monde la connaît, même si on joue pas aux jeux vidéo. Voilà. Elle a été. Il y a les films. Quoi. Voilà. Non, mais il y a eu les films même à l'époque quand c'est sorti, les premiers Tomb Raider, c'était un phénomène, quoi. C'était extraordinaire. Enfin, voilà. Donc tout le monde en parlait, quoi. C'est-à-dire qu'on en parlait à la télé, il y avait on en parlait vraiment beaucoup, quoi. Donc c'était. Oui, il y avait les pubs. Il y avait les pubs, il y avait. En plus, c'était une des premières fois, je pense, où vraiment une femme était. En plus, c'était un des jeux de lancement, je crois. Il me semble que c'était un des jeux du line-up de lancement aux États-Unis. De la PlayStation. Tomb Raider. Ouais, de la PlayStation, oui, pardon. Du coup, c'était vraiment une des représentations de la marque et de PlayStation, mais c'était une des mascottes qui allait vraiment appuyer le marketing, quoi. C'est sur quoi était vraiment basé beaucoup Sony pour qu'ils puissent rentrer dans le game des consoles. Donc c'est pour ça que beaucoup de gens la connaissent aussi. Et ça a plutôt bien marché, hein. Ils sont plutôt bien rentrés dans le game des consoles Sony. Ils sont plutôt pas mal. Oui, c'est vrai. Et là, ils sont arrivés, bon, là, on va pas épiloguer là-dessus, mais en plus, ils sont arrivés à maturité, du coup, avec la PS5. Mais bon. Alors, du coup, on va essayer quand même de reprendre ça pour... voilà. Donc, entre Leia et Ayame. Donc, alors, si on essaye de faire un peu des critères. En combat, je pense que Leia se fait rétamer. Ayame gagne, voilà. Oui. Après, Ayame n'a pas d'amis, quoi. Voilà. Alors, Leia, elle a une flotte pour... Enfin, une flotte pour elle. Elle a des résistance avec elle, quoi. Voilà. Non, mais puis... alors, elle a une équipe, on va dire, tu vois, avec la résistance, etc. Puis après, elle a des amis. Elle a une histoire d'amour. Ouais. Et alors, Ayame aussi, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais elle a une histoire d'amour, mais après de haine avec la même personne. Non, c'est pas haine, ils se chamaillent tout le temps entre Leia et Han Solo, mais non, ils sont vraiment amoureux. Voilà. Ouais, avec une des meilleures répliques pour moi de Han Solo de tous les temps. Quand Leia lui dit « Je t'aime », il répond « Je sais ». Voilà. Voilà. Ça caractérise tellement le personnage de Han Solo. C'est vrai, bon, seulement Harrison Ford peut dire ça. Hein, c'est ça, il faut être Harrison Ford. Si toi tu dis ça dans la vie, c'est possible que tu te prennes une baffe. Oui, voilà. Voilà. Ou alors il faut dire en direct, c'est la référence, tu vois, là ça peut passer. Voilà. Oui, si c'est une fan de Star Wars, voilà, si vous êtes dans... Ça passe. Sinon, c'est la baffe, quoi. Bon, alors du coup, en combat, donc, c'est Ayame. En termes d'amis, a priori, c'est plutôt Leia. Je pense que c'est Leia.
Ouais. En termes d'équipe, enfin de gens avec qui on est plutôt sur Leia, hein, il y a la résistance, même s'il y a des moments où ils sont pas nombreux, mais il y a quand même du monde. Bon. On n'est pas sur la même échelle de. Ouais. Voilà. Après, en termes de Parce que problèmes. Ayame, Oui, pardon, vas-y. Non, parce qu'Ayame, elle a juste Rikimaru comme ami, quoi. En termes de conflits familiaux. Moi, Ayame est orpheline. Ouais, du coup, là, Leia, on est sur la fille d'un des plus grands méchants de l'univers. Donc je pense qu'elle gagne. Alors, après, du coup, si je me dis, on réfléchit, et ça va nous faire aussi des jalons pour les autres. Hein. Mais en termes de charisme, alors, du coup, je mettrais charisme dans son univers et à l'extérieur, c'est-à-dire dans le monde réel. Tu vois, dans son univers, du coup, Leia, c'est une figure importante. Oui, c'est vrai. Bon, après, du coup, à l'extérieur, c'est compliqué parce que Leia, elle est vraiment ultra connue. Et voilà, je pense que ça va être un peu compliqué aussi à part Lara Croft qui aurait pu rivaliser avec les autres. Mais en termes de charisme. dans le monde réel, enfin, tu vois, qu'elle soit connue, etc. Oui, alors c'est. Du coup, je pense qu'il vaut mieux le faire charisme dans l'univers, tu vois, dans le film ou dans le jeu vidéo, parce que sinon ça va être trop. Forcément, à chaque fois, ça va être le personnage du film qui va gagner parce que les personnages, comme je dis, à part Tomb Raider, sinon les gens qui jouent pas aux jeux vidéo, ils connaissent pas les 5 que tu as cités, personne ne les connaît, quoi. Voilà, ouais, à part peut-être Mei Ling, si vraiment. Ouais, mais ce que je veux dire, si on pense aux parents, Lara Croft, ils savent qui c'est. Mei Ling, ils savent pas, tu vois. Alors que si je leur dis Leia, Hélène Ripley, Sarah Connor, Thelma et Louise et Lilou, à la rigueur, ils connaissent pas les noms, mais je leur dis c'est l'héroïne de tel film, ils voient qui c'est à chaque fois, quoi. Oui. Alors que toi, si tu leur dis c'est je pense que... Mei Ling, c'est la fille qui joue dans Metal Gear. Oui, non, on sait toujours pas. Donc, du coup, ça serait désavantageux pour toi, quoi. Oui, d'accord. Mais du coup, dans le jeu, Ayame, elle est présente dans tous les opus, du coup, plus que Rikimaru, du coup. En fait, c'est pas la même échelle, mais elle est jouable dans tous et c'est un personnage important, du coup. Mais après, je pense qu'il faudrait mettre Leia parce qu'elle est. Ouais, voilà. J'aurais mis Leia en premier aussi. Parce qu'elle est quand même, il y a quand même un truc plus fort, mais parce que ça engage pas que sa personne, il y a un truc tout autour. Oui, voilà. Déjà au départ, elle est princesse, puis après elle devient leader de la résistance. Voilà. Ça devient le symbole de la résistance. Donc, ok. Oui, car Ayame, c'est pas une princesse, mais elle est. Sa seule amie, c'est une princesse. Du coup, c'est la princesse la princesse du Seigneur à qui elle avouait son intégrité comme un ninja, quoi. Du coup, ce Seigneur a une fille et du coup, c'est un peu sa pote, mais après, il y a pas, voilà, ça va pas plus loin. Il y a rien de, elle a pas une flotte pour elle. Oui. Donc voilà. Alors, du coup, j'ai mis Leia, ensuite Ayame. Alors ensuite, si on introduit Ibana. Alors Ibana, c'est dans quel jeu déjà? Rappelle-moi. C'est dans Nightshade. Okay. Donc il y a un spin-off, on va dire, de Shinobi. Ok. Du reboot, parce que ça avait beaucoup marché, il y a eu des comics. Ok. Et alors du coup... Alors, est-ce qu'elle est... Alors, pour l'instant, on s'est fixé sur le charisme, ou on va dire l'importance dans son univers, le combat, les amis, l'équipe et éventuellement des conflits familiaux. Est-ce que Ayame, par rapport à... Conflits familiaux... par rapport à... moi, je pense que j'aurais laissé Ayame, je pense, en premier. Ouais. Parce que la saga Tenchu, elle est quand même plus connue. Alors, Shinobi, en fait, si tu veux, c'est plus connu, je pense, que Tenchu. Mais Nightshade, moins, du coup. Le jeu en lui-même, je pense qu'il est pas non plus... Donc, du coup, on la met en dessous de Ayame. Ouais, je pense, ouais. Ok. Alors maintenant, Hélène Ripley. Ça, c'est un gros morceau. Après, oui, j'arrive avec du lourd. Autant Thelma et Louise, ça va être plutôt facile, mais
Mais voilà. Alors, pour le coup, Ellen Ripley, dans son univers, elle est un peu connue. Parce que du coup, après, ils font des clones d'elle, machin. Mais bon, elle n'a pas une... Ouais, elle a un petit peu de réputation, non, après, il me semble. Enfin, Oui, parce que du coup, ils la connaissent, enfin, ils s'en servent ils se servent de son sang pour faire des clones. Et en fait, parce qu'ils veulent... parce qu'à la fin dans le 3, du coup, elle a en elle un alien. Et du coup, ils s'en servent pour pouvoir cloner les aliens. Parce qu'il y a des gars qui se disent que c'est une bonne idée de faire des nouveaux aliens. Ouais. Ça fait 2 fois qu'ils les battent. Voilà. Mais du coup, ils disent, oh bah si on en faisait des nouveaux. Parce qu'on va arriver à les contrôler, on est trop forts, nous. Voilà. Donc, du coup, ça marche pas, hein, évidemment, tout le monde meurt. Bah, c'est sûr. Enfin, sauf Hélène, parce que Hélène meurt jamais, du coup. Du coup... voilà. Après, en combat, elle est pas trop mal. Mais je pense mais voilà, elle est moins forte que les 2 autres que Ayame et Ibana. Je pense, hein, parce qu'elles sont vraiment entraînées pour le combat. Quoi. Oui. Donc, voilà, elle est un peu plus forte, mais après, en termes d'amis et d'équipe, alors je pense qu'elle a plus d'amis que Hélène. Je pense Hélène Ripley a plus d'amis, je pense, parce que je crois dans tous les films, elle a toujours une équipe autour d'elle. Même si elle les connaît pas bien, mais. Ouais, alors ça, dans le premier, elle a une équipe autour d'elle. Alors elle a une fille en fait, mais du coup qu'elle reverra jamais, hein, forcément, parce qu'à chaque fois, elle est prise dans des histoires. Enfin. Mais bon, ses amis, du coup, je sais pas si elle a vraiment des amis, parce que vu ce qui se passe à chaque fois, elle n'a pas forcément d'amis. Elle se lie, oui, peut-être avec certains. Ouais. Elle se lie pendant les films avec certains, notamment avec une petite fille. Par contre, en termes d'équipe, ils meurent tous à chaque fois. Hein, donc, voilà. Vrai, ouais. Donc, mais après, ouais. Donc, mais je pense qu'elle gagne quand même parce que Ayame et Ibana n'ont vraiment pas d'amis. Quoi. D'accord. Mais du coup, on la met où alors Où est-ce qu'on la met, Hélène Ripley? Je pense qu'on la met au-dessus d'Ibana, du coup, je pense qu'elle gagne. Ça, c'est ouais. sûr. Mais au-dessus d'Ayame ou pas? Et en dessous de Leia? Alors je pense que Leia peut gagner, par rapport à Hélène Ripley, autant au combat non, mais Leia est un personnage plus important dans son univers que Hélène. Dans Star Wars, ah oui dans Star Wars, Leia c'est une figure connue de toute la galaxie. Mais Hélène, c'est quand même un personnage qu'on suit. Oui. Non, mais alors Hélène reste le personnage principal, alors que Leia c'est un des personnages principaux, et que le personnage principal, c'est soit Luke, soit Anakin, ou Rey dans la dernière trilogie. Oui. Mais en termes d'importance dans l'univers de Star Wars, Leia est ultra importante parce que du coup elle est princesse et puis elle devient les leaders de la résistance, alors que Hélène, ses histoires sont toujours confinées, quoi. Elle est dans un vaisseau, elle est sur un morceau de la planète, elle est dans une prison et elle est sur un autre vaisseau, quoi. Donc Ouais, du coup, faudrait peut-être la mettre en deuxième, je pense. Ok. D'accord. Alors, maintenant, si on rajoute Lian Xing. Du coup, elle est quand même vachement importante dans... Alors, au combat, elle gagne. Alors, je pense qu'elle est importante dans la mythologie Siphon Filter. Parce que... elle est présente dans tous les opus. Et puis il y a même des... Alors elle se fait beaucoup kidnapper, du coup il y a toujours Logan qui doit aller la chercher. Leur relation après elle évolue. Il y a même des événements qui sont dans les des événements qui se passent dans les opus PSP qui sont liés au passé de Lian, il me semble, de mémoire, avec son histoire d'amour avec le scientifique. Donc elle est là. Puis après, dans tous les opus, elle est jouable en plus. D'accord. Et du coup, en termes de combat, tu penses qu'elle est plus forte que les deux autres ou pas? Vu déjà qu'elle a été entraînée encore une fois par des assassins. Oui. Du coup, on peut la mettre en 3, quoi.
Oui. Je pense que, tu vois, elle est plus importante. Après, plus forte que Ayame en termes de combat, non. C'est pas possible. Enfin, je pense. Ouais, mais par rapport au reste, par rapport à ce que tu en dis, puisque moi je la connais pas, mais j'aurais mis du coup en troisième. Ouais. Alors, oula, là on est sur du lourd aussi, puisqu'on a Sarah Connor. Là, par contre, Sarah Connor est un peu fort au combat, non. Enfin, je pense pas parce que. Non, elle est. Elle se débrouille, quoi. Je veux dire, elle se laisse pas faire. Hein. Elle combat quand même les Terminators. Voilà, oui. Mais elle a un entraînement classique, quoi. Je veux dire, physiquement, elle est ultra en forme. Elle connaît les techniques, elle sait se servir d'armes, voilà. Mais encore à corps, à part remettre des stylos ou des ciseaux dans les jambes des gens. C'est un stylo, ouais. Il me semble. Mais du coup, je pense un peu l'équivalent, on va dire, de Liane. On va dire le côté américain. Mm-hmm. Mais par contre, par rapport à Hélène Ripley, je sais pas trop, parce que je pense, on peut la mettre au-dessus de Liane. Liane, c'est un des personnages principaux, en fait, c'est ça, le truc. Oui, elle est jouable à partir du 2. Du coup, j'aurais peut-être mis Sarah Connor en dessous. Ouais, parce que Sarah Connor, par rapport à Hélène Ripley, elles se valent presque. Parce qu'il y en a une qui tue des aliens et l'autre des Terminators. Oui, on est pas mal sur les gens qu'elle tue. C'est presque l'équivalent. Ouais, alors du coup... Après, elle se fait pas cloner. Est-ce qu'on la met en... Connor, mais bon. Non. Mais bon, ça, elle n'a pas forcément voulu, Hélène. Hein. Oui, c'était pas la joie. Après, ouais, on peut... du coup, je sais pas, alors. Est-ce qu'on la met entre Liane et elle, déjà? Parce que du coup, moi, par rapport à ce que tu as dit, j'aurais peut-être mis, en fait, en dessous de Liane. D'accord. Parce que Liane, tu vois, c'est un des personnages jouables, alors que Sarah Connor est très importante dans le... Comment ça s'appelle? Dans le lore. Dans la mythologie, Terminator. Mais ça reste que le personnage principal, c'est le Terminator. Mais sinon, le Terminator et c'est John Connor, quoi. Enfin, l'histoire, c'est l'histoire de John Connor, quoi. Donc alors peut-être vis-à-vis de l'importance, Liane est bizarrement plus importante, du coup. Ouais, voilà. C'est pas sur le même. C'est pas le même critère tout à fait, mais. Ouais, mais au niveau d'importance. Bon, après, de toute façon, il faut. De toute façon, c'est. Ouais, on peut pas être parfait. C'est un peu le principe de notre classement, quoi. C'est-à-dire que c'est bizarrement foutu, quoi. Parce qu'on veut classer les trucs qui sont pas. Qui sont difficilement. Classables au premier abord. Voilà, qui sont difficilement comparables, quoi. Ouais, voilà. Du coup, maintenant, donc on a mis Sarah, donc c'est à Faith Connors. Du coup, Faith Connors. Alors en combat, elle est moins. Je pense qu'au combat, elle doit rivaliser, je pense, avec. Quoique, attends, parce qu'elle est quand même forte, parce qu'elle infiltre quand même tout un bâtiment toute seule. Non, on peut pas comparer. Ouais, mais alors du coup, moi je l'aurais quand même mis déjà comme ça sur la liste en dessous de Sarah Connor. Ouais. Ouais, parce que voilà, quoi. En plus, c'est rigolo, il y a Connor et Connors. C'est vrai. Du coup, ouais. Après, Face, alors elle est ultra importante, du coup, dans le. Enfin, elle est ultra importante. Oui, elle est ultra importante, oui. Oui, parce que c'est une messagère, mais après, il y a d'autres messagers aussi. Hein, c'est pas la seule, c'est pas l'élu non plus, mais. Ouais. Mais. Après, c'est sûr, on s'y attache plus parce qu'on connaît vraiment plus son histoire et ses parents, après, eux, ils sont liés aussi au conglomérat, enfin, à toutes ces histoires. Bon, après, c'est normal vu que c'est normal qu'ils soient liés parce que, enfin, on est le joueur, donc on est mis au centre des événements. C'est logique. Mais. Je sais pas trop, là, du coup, où est-ce qu'on peut la mettre Après, elle pèse moins que Sarah Connor, ça, c'est sûr. Donc, on peut la mettre en dessous. Voilà, du coup, on va la mettre en dessous. Et par rapport à Ayame et par rapport à Ibana,
Est-ce qu'elle est plus importante dans le jeu ou pas? Alors, elle est. Moi, je la mettrais au-dessus d'Ayame, je pense. Parce que déjà, je préfère Faith Connors. Bah Parce voilà. qu'elle fait du parcours. Mais c'est vraiment un critère voilà, ultra Oui, mais subjectif. ça marche aussi. Voilà. Mais parce qu'après, elles sont toutes aussi importantes, mais pas de la même manière. Mais après, Faith, il y a cet effet un peu plus important parce qu'on suit que elle, en fait. Il n'y a pas Rikimaru, il n'y a pas Tatsumaru, il n'y a pas tous les autres personnages. Ok. Alors, du coup, maintenant, il y a Thelma et Louise. Alors là, j'en ai aucune idée parce que j'ai pas vu le film. Après, on suit que elle. Hein. Enfin, on suit que elle. Je veux dire, vis-à-vis de l'importance. En combat, elles sont pas très importantes, elles sont pas très fortes, tu vois. Enfin, elles arrivent à battre des mecs, mais enfin bon, c'est du combat de rue, des combats avec des gars bourrés. Ouais, enfin, c'est pas. Voilà. Oui, c'est plus la légitime défense. Voilà, on est plutôt là-dessus. Sauvage, ouais. En termes d'amis et d'équipe, sont toutes les deux, hein, c'est plutôt ça le truc, c'est que justement elles fuient, en termes de conflits familiaux, elles sont plutôt bien. Ouais, justement, elles fuient ça. D'accord. Après, de Karine, dans leur univers, effectivement, on suit que leurs aventures à elles deux. Alors, en même temps, là, c'est aussi la première fois où il n'y a qu'un seul média, parce que là, il n'y a qu'un seul film. Autant, à chaque fois, là, c'est des sagas, ou c'est des sagas cinématographiques ou vidéoludiques. Là, il n'y a qu'un seul film, donc bon. Elles ne peuvent pas prendre de l'importance ou en perdre, ou voilà, enfin, c'est... Ouais, c'est one shot. Mais après, elle symbolise quand même vachement quelque chose, je pense. Elle symbolise vachement quelque chose, quoi. Alors là, du coup, c'est le symbole, par contre, qui est extérieur, quoi. C'est ça le truc, c'est qu'on a un symbole sur le... Ouais, c'est vrai, il y a vraiment un côté sociologique. Voilà. Alors après, on peut le prendre en compte, hein, parce que du coup, ça peut être... il y a un symbole extérieur, et c'est différent de ce que je disais tout à l'heure sur la connaissance par les gens. Comme, oui. Mais bon, du coup, si c'est dans leur univers, tu vois, si on doit les comparer dans leur univers, c'est juste deux personnes lambda, en fait, qui du coup, à qui il arrive des histoires qui fait qu'elles passent d'un week-end entre copines à une cavale à travers les États-Unis poursuivie par la police. Du coup, là, je pense que c'est un peu l'équivalent d'Ibana, en fait. Parce que Ibana, à la fin de Nightshade, en gros, elle quitte l'agence Shinobi. Et en fait, elle suit son propre cheminement, en fait. Il y a un peu ce côté émancipation, féminisme. Mais du coup, je l'ai mis... je les ai mises en dessous de Ibana. Ouais, ok. Voilà, parce que... en termes de féminisme, forcément, elles sont importantes, puis c'est vachement connu. Et puis, la scène de fin qui allait un peu contre toutes les fins possibles quand elle s'est sortie en 80. Oui, c'est les personnages, ils meurent, quoi, à la fin, vraiment. Voilà. Il n'y a pas de happy ending. Voilà, on n'est pas sur du happy end, alors c'était plutôt le cas à cette époque-là à Hollywood. Mais bon, de toute façon, il faut bien faire un choix, on va la mettre on les met en bas, et puis... Oui, sinon ça va durer 8 c'est ça. heures et demie. Alors maintenant, il reste Mailing pour toi. Alors, Mailing... Alors, en termes de combat, du coup, elle est beaucoup moins forte, parce qu'elle sait pas vraiment se battre, en vrai. Mais oui, mais alors, du coup, j'ai un autre. Mailing, c'est celle qui se fait kidnapper. Moi, j'ai joué qu'au 1, tu le sais. C'est celle qui se fait kidnapper, là. Oui, c'est celle qui fait quand on fait la... C'est celle qui... Non, ça c'est Meryl. Ah oui. Mailing, c'est celle qui nous appelle... Le 140.96. D'accord, c'est ça, celle qui nous appelle au codec. Voilà, c'est ça. Et qui, du coup, nous dit à chaque fois des petits proverbes. Oui, je me rappelle des proverbes quand on enregistre. D'accord. Du coup, c'est pour ça que j'ai pas mis Meryl. Parce que... Oui, parce que Meryl, elle est nulle. Non, Meryl, c'est en gros Snake, mais en femme. Non, mais dans l'idée. Oui, mais elle se fait kidnapper à un moment. Je me rappelle, il y a un moment, une scène où on est obligé de faire du tir de précision, là. Parce qu'elle est au milieu, et c'est là où on doit prendre pour pas bouger, là. C'est ça, oui, c'est quand elle se bat contre un personnage que j'aurais pu citer, contre Sniper Wolf, du coup. Oui, voilà. C'est une femme sniper. Et du coup, parce qu'elle est un peu trop sûre d'elle, Meryl, et du coup, elle se fait tirer dessus.
Mais il n'y a pas une version dans le premier où elle meurt? Non, c'est pas lui. Mais en fait, dans le 1, t'as deux versions. Si tu choisis si tu la laisses vivre ou pas, c'est ça? Enfin, si tu la laisses vivre, si tu résistes ou pas, non, il n'y a pas un truc comme ça? C'est ça, si tu résistes quand c'est Ocelot qui te torture, Voilà. Si t'es assez chaud pour appuyer sur rond beaucoup de fois, si tu résistes, tu fais la bonne fin, donc tu obtiens le camouflage optique. Oui, voilà. Et tu pars avec elle. Et tu pars avec elle. Et sinon. Voilà. Et sinon, elle meurt. tu obtiens le bandana pour les. Voilà, elle meurt. Tu obtiens le bandana pour les armes illimitées et tu pars avec. Je crois que c'est l'inverse en fait. Attends, je me rappelle plus. Je crois que c'est l'inverse parce que. Bon, il y en a un des deux ou ça, mais si tu la laisses mourir, tu pars avec l'autre gars là. J'ai oublié comment il s'appelle, mais. Mais du coup, c'est bizarre parce que du coup, la fin, la bonne fin qui est prise en. C'est bizarre parce que la bonne fin qui est prise en compte du coup par rapport à MGS2, celle où tu pars avec Mei Ling. Mais du coup, je me dis comment on s'est barré au Tacon. C'est. Oui. On la base explose. Après. Ouais. Voilà. Et si tu fais les deux fins, le smoking, du coup, t'as le costume. Le smoking, voilà. C'est ça. Ce qui fait un effet ridicule parce que il se bat en costume, enfin en tuxedo là en infiltration. Mais je pense que c'est le côté hommage à James Bond tout à fait. Kojima aimait beaucoup. C'est ça, c'est ultra classe. Bon, du coup, si on revient à Mei Ling, où est-ce qu'on la met? Alors, du coup, en combat, elle est moins forte que toutes. C'est ça. Peut-être Leia. Peut-être elle est plus forte peut-être que Leia. Ah bah, Leia, après, elle devient Jedi quand même. Donc, pas mal, quoi. Ah oui, je savais pas ça. Ouais. D'accord. Ouais. Je savais pas, d'accord, ça va autant pour moi. Bon, d'accord. Du coup, Mei Ling est pas très forte. Enfin, elle est pas très forte, on va dire, par rapport à tous ceux qui sont là. Parce qu'elle a quand même un entraînement militaire. Oui, qui est le minimum, apparemment, dans toutes celles qu'on a citées. Mais après, elle est très forte dans tout ce qui est technologie. Parce que du coup, elle crée le codec quand même. Ouais, mais du coup, comment est-ce qu'on la compare aux autres? Parce que en termes d'amis, d'équipe, il faut bien la mettre quelque part. En termes d'équipe, du coup, elle pèse un peu parce qu'à un moment, elle dirige quand même l'USS Missouri, qui est un navire. Elle a beaucoup d'équipes. Elle est deuxième en fait chef. Enfin, il y a le chef suprême du bateau, en gros. Alors, puis après, t'as elle en fait. Donc, en termes d'équipe, elle sait gérer des gens. Donc. Ouais, alors du coup, est-ce qu'on la mettrait pas c'est compliqué quand même. Ouais, elle, c'est un peu. J'aurais dû mettre. Mais... non, mais parce que. Est-ce qu'elle est. C'est un personnage jouable ou pas? Non. Ouais. Non. Alors, peut-être en mode multijoueur, mais. Alors, du coup, j'aurais peut-être mis entre Faith Connors et Ayame. D'accord, ouais. Du coup, alors pourquoi? Parce que du coup, c'est le minimum de logique là-dedans, quoi. Parce que du coup, elle dirige pas mal de gens, tu vois, donc je me dis, ça fait qu'elle est quand même vachement importante dans son univers. Alors que les autres, tu vois, Ibana, Thelma et Louise, on ne suit que elles sont toutes seules. Ibana, a priori, elle est solitaire. Ayame, j'ai oublié ce que tu m'as dit déjà. Voilà. Aussi. Hop, Faith Connor, on la suit plutôt que elle aussi. Et voilà. Et après, là, Mei Ling, elle commence à gérer des gens aussi. Donc, elle est importante dans le truc. Elle est dès le début. Bon. Mais en même temps, c'est pas un personnage jouable. Oui, et puis son histoire, elle n'est pas vraiment mise en avant beaucoup. Voilà, si tu veux, en comparaison, c'est un personnage un peu secondaire. Oui, totalement, oui. Voilà. On la reconnaît parce que quand il joue, c'est la force des jeux Metal Gear et de Kojima, c'est que tu te souviens des personnages, forcément. Mais après, si tu veux vraiment savoir des choses sur elle, il faut que tu lises toute la documentation qu'il y a autour de Metal Gear, qu'il y a dans les jeux ou même sur après les sites de fans. Mais c'est pas, elle n'est pas spécialement mise en avant. Elle fait pas spécialement d'actes héroïques vraiment mise en avant de manière dramatique. Il y en a un petit peu après dans MGS4, mais c'est pas non plus, voilà. Donc je pense que entre Faith et Ayame, je pense que c'est le bon truc. Ok. Alors, et la dernière, c'est Lilou. Alors, elle a pas de... Alors, Lilou, en termes de combat, elle est plutôt pas mal.
Elle l'a pas. Bah non, Ça, alors après, oui. elle a un amour, parce que du coup, elle tombe amoureuse de Corbin Dallas, tu vois. Ouais. Donc, bon. Après, en termes d'importance pour son univers, bah, c'est le 5e élément. Du coup, Oui. elle est plutôt ultra importante pour son univers à Ouais, elle. c'est vrai. Euh, Ouais, donc là, je pense qu'elle se met bien haut dans le classement déjà. ouais, voilà. Après, bon, elle sait se battre. Et je dirais qu'en comparaison, les autres sont quand même vachement fortes aussi, quoi. Enfin, en tout cas, à partir de faut que non, sont toutes fortes en fait. À part Thelma et Louise qui sont Oui, nulles. Et Mailing Voilà. un peu. Ouais, et encore. Du coup, je Ouais, sais bah, pas, je sais pas où la mettre parce que tu vois, elle est ultra importante parce que c'est le 5e élément. En même temps, Et déjà, par rapport à Leia, en termes d'importance dans son univers, elle est quasiment aussi importante en fait, du coup. Déjà. En comparaison, oui, en dans le sens où s'il comparaison. n'y a pas elle, il n'y a pas de film en fait. Oui, voilà. Ah oui, là, c'est sûr que. Oui. Après, en termes de combat, En qu'elle termes se- de combat, elle se bat pas mal. Bon, après, elle gère pas spécialement les armes, des trucs comme ça, quoi. Tu vois, c'est plus du combat à main nue. ouais. Enfin, en tout cas, de ce que je me rappelle, hein, plus sur du combat à main nue. Non, après, elle a pas trop peur. Enfin, elle saute un moment d'un immeuble dans la ville là, du 5e élément, alors que c'est des immeubles Ouais. sur plusieurs kilomètres de haut. Hein. Oui. Du coup, je sais pas. Je sais pas, en fait, elle fait un peu penser à. Je sais pas, un peu à Face dans son approche, j'ai l'impression, en comparaison. Parce qu'il y a quand même ce côté vraiment solitaire. Bon, bref, non, en même temps, si elle détient avec l'univers en elle, bon. Ouais, après, je réfléchis, je me dis. Alors, c'est une femme forte, surtout quand elle a l'amour. Là, elle devient. Enfin, c'est là où elle devient ultra puissante et qu'elle peut repousser le mal absolu. C'est plutôt pas mal, ça. Du coup, Mais après, tu vois, elle est aussi fragile. Elle est aussi vachement fragile. Et elle. oui, c'est vrai que. Ouais. Et elle sait moins gérer sa fragilité, Niveau quoi. fragilité. C'est-à-dire, autant les autres, elles sont, tu vois, c'est pas des blocs de béton, quoi, mais j'ai l'impression que, C'est pas mis en avant, alors. voilà, c'est pas mis en avant. Un peu, mais pas non Voilà. plus. Et du coup, je trouve que elle gère mal sa fragilité. Hein, c'est pas parce que c'est pas le problème qu'elle soit fragile, parce que, je veux dire, il leur arrive toutes des histoires rocambolesques et des trucs horribles. Mais Oui, niveau passé ou même niveau péripétie. voilà, mais je trouve que là, elle le gère moins bien, peut-être que les autres. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'en ai. Voilà, mais ça nous donne des éléments en plus, mais ça nous aide pas plus à trouver où est-ce qu'on la met. En fait, je réfléchis si on doit la mettre au-dessus de Lian Xing ou pas, en fait, depuis tout à l'heure. Parce que techniquement, Lian aussi, elle a un amour. Bon, qu'elle gère pas très bien parce que 15 ans après être expatriée, elle l'aime toujours, mais ça lui cause des problèmes. Du coup, aussi, niveau fragilité, c'est un peu pareil. Mais après, elle est plus importante dans l'univers. Donc, je pense que déjà au-dessus de Lian Xing. Ok. Et après, d'Hélène Ripley. C'est compliqué, quoi. C'est sûr que par rapport à l'importance du truc, l'autre c'est le 5e élément, t'as envie de la mettre au-dessus de tout le monde, quoi. Et Ouais, c'est vrai. mais bon. Voilà. Après, il y a la subjectivité. Du coup, je l'aurais. Enfin, là, moi, je l'aurais mis au-dessus de Lian Ouais, Xing, je pense que c'est bien, en fait. par Voilà, rapport laissez-le. au- En fait. Ouais, non, juste en Voilà, dessous de Hélène c'est Ripley. ça. Ok. Alors, du coup, ça nous fait. Donc en première position, on a Leia de la saga Star Wars. En deuxième position, on a Hélène Ripley de la saga Alien. En troisième position, on a Lilu du 5e élément. En quatrième position, on a Lian Xing de la saga Siphon Filter. En cinquième position, on a Sarah Connor de la saga Terminator. En sixième position, on a Faith Connors de Mirror's Edge. En septième position, Mei Ling de la saga Metal Gear Solid.
En 8e position, Ayame de la série Tenchu. En 9e position, Ibana du jeu Nightshade. Et en 10e position, Thelma et Louise du film éponyme Thelma et Louise. Voilà. Parfait. Voilà. Et on a réussi quand même à parler de Tomb Raider et de Lara Croft. Qui fait un peu les deux, voilà, moi, à part que les films sont pas forcément terribles. J'ai vu que celui avec Angelina Jolie. J'ai pas vu. Il y en a deux avec Angelina Jolie. Et il y a un remake. J'ai vu les deux, oui, pardon. Voilà. Oui. Et il y a le remake. Alors du coup, j'avais pas vu. Enfin, c'est tiré de reboot, je crois, de la saga Tomb Raider. Oui. Alors 2013. Voilà. Ouais. C'est pour ça que je l'ai pas vu. J'ai jamais joué au reboot, mais franchement, le film, le film est nul. Ouais, les jeux sont très bien. Alors, du coup, maintenant qu'on a fini, on va vous parler quand même de le prochain épisode avant de vous faire des recommandations. Le prochain épisode, du coup, on s'est dit qu'on allait vous parler des villes fictives. Du coup, toujours pareil dans les... Voilà, leur représentation à travers ces deux médias, du coup. Voilà. Du cinéma et du jeu. C'est ça, donc on va essayer de trouver des villes un peu fun ou pas. Voilà, avec des caractéristiques un peu spéciales, voilà, des villes qui ont sûrement une importance aussi dans le déroulement de l'histoire. Oui. Ouais, on verra, on a un peu de temps pour trouver ça. Oui, voilà. Et alors du coup pour les recommandations, je vais te laisser commencer, tiens. Alors, pour les recommandations, je vais vous parler du coup, pour rester dans le thème un peu de ce 3e épisode, des comics Tomb Raider. Tu te moques de nous. Tu peux pas nous parler de Lara Croft et tu nous parles des comics Tomb Raider. Je me joue du public. Donc oui, voilà. Donc les comics Tomb Raider, donc qui sont qui sont des aventures originales. De la première version de Lara Croft, donc pas celle du reboot. Donc il y a 5 tomes. Donc c'est supervisé par Core Design, par Core et par Eidos, du coup, je vais y arriver. Donc ceux qui sont à l'origine de Tomb Raider, enfin de la première saga, donc jusqu'à Anniversary. Après c'est Square Enix qui s'en occupe. Donc voilà, donc c'est alors moi il y a écrit Topco Production dessus. Et voilà, donc c'est des comics qui sont très bien. Ça reprend bien l'univers du coup. Enfin je me rappelle, je les ai voilà. aussi. Du coup. Voilà, ça reprend bien l'univers. Si on a envie d'en savoir plus et si on n'en a pas assez des jeux originaux, on va dire. Du coup, voilà, on peut lire ces comics. Ok, parfait. Alors moi, je vais vous conseiller un film disponible sur YouTube depuis peu de temps, puisqu'il est disponible depuis le 6 novembre. Et depuis le 6 novembre, il a déjà quasiment 18 000 vues. Et ça s'appelle Cyborg Deadly Machine. Et donc, ça a un lien quand même avec ce dont on est en train de parler, puisque il y a 2 personnages principaux, un homme et une femme, et du coup, c'est 2 personnages assez badass. Et donc, la femme s'appelle Stacy. Un pur nom de film des années 80, parce que effectivement, Cyborg Deadly Machine, c'est réalisé par le collectif Maze Brothers. Et en fait, ils avaient fait un Kickstarter pour ce film-là. Ils ont mis quasiment 2 ans, je crois, à le sortir. Ils l'ont sorti du coup le 6 novembre. Et donc c'est 50 minutes d'hommage au film d'action des années 80. Et celui-là, c'est une sorte de mix entre Cyborg avec Van Damme et Terminator. Ça m'a l'air très voilà. bien. Donc je vous le... Dit comme ça c'est bien vendu. Voilà. Je vous le conseille vivement. Si vous voulez aller un peu plus loin, j'ai vu aujourd'hui qu'ils allaient avoir le 20 novembre un co-visionnage avec Allociné, avec l'équipe du film. C'est-à-dire qu'on peut tous regarder le film en même temps et en même temps discuter avec le réalisateur et les acteurs du film. Et certains des acteurs du film. Donc c'est plutôt cool. C'est bien ça. Voilà, donc c'est le 20 novembre, vous allez sur Allociné et puis vous trouverez ça sur comment faire ça. Et voilà, je pense qu'on a fini pour cet épisode qui a été... on voulait faire plus court et on a fait plus long.
magnifique. Oui, là du coup, ouais, on s'est un peu laissé emballer voilà, par ce sujet très passionnant et surtout qui mériterait peut-être un jour un deuxième épisode, tellement il y a pas que ces personnages, ces protagonistes féminins-là, il y en a plein d'autres. Oui, il y en a plein d'autres, on a dû faire des choix, c'était compliqué. Voilà. Mais je pense qu'on pourra aborder ce sujet-là peut-être aussi d'une autre manière, parce que là on s'est concentré sur les personnages, mais aussi ça peut être après sur les actrices, ça peut être sur plein de choses, quoi. C'est vrai que voilà, donc c'est un sujet à suivre, on va dire. Voilà. Give me five. Merci quand même d'avoir regardé ce 3e épisode de Give Me Five, consacré aux personnages protagonistes féminins et leur représentation dans les jeux vidéo et le cinéma. Donc vous pouvez retrouver cet épisode sur YouTube et peut-être sur d'autres plateformes, on ne sait pas, on vous le fera savoir, c'est en suspens pour le moment. moment. A priori, les gens l'ont déjà trouvé, hein. S'ils arrivent jusqu'ici, ils l'ont déjà trouvé. C'est vrai, ouais. C'est vrai, je ne suis pas encore à l'aise avec ce genre de choses. Non mais voilà, vous pourrez retrouver les prochains épisodes sur YouTube et peut-être sur d'autres plateformes, on essaye de voir du coup comment diffuser au mieux tout ça. Voilà, pour que vous puissiez les trouver facilement. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bon week-end selon quand est-ce que vous écoutez ce podcast. Et je vous dis à bientôt. Salut. Et forcément, je ne l'ai pas devant moi, hein, parce que je ne l'ai pas préparé, je ne l'ai pas gardé devant moi. Parce que voilà, j'avais préparé une page où c'était noté et je l'ai perdu. Bravo. Mince, Alors. Mince, c'est mon deuxième prénom. Give me